Bonjour Vladimir Fedorovski, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Nicolas de Lénine, le roman d'une révolution, et de Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant. Je le disais, le G20 en ce moment, et Volodymyr Zelensky qui s'est, il y a quelques heures, exprimé en visioconférence devant les leaders mondiaux. Il a l'habitude. Oui, ce n'est pas la première fois, vous avez raison. Cette fois, il dit quelque chose d'un peu nouveau. Il dit: il est temps de mettre fin à la guerre destructrice de la Russie, la fin. Hier déjà à Kherson, il disait: on est au début de la fin de la guerre. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là? Il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, si vous me permettez. Vous avez l'aimabilité de mentionner ce livre, le roman d'une révolution. Je raconte 1917. Et ça me rappelle, le livre est conçu comme ça, c'est le parallèle avec aujourd'hui, les clés historiques, mais en 1917, il y a le lien avec l'évolution de la situation au front pendant la Première Guerre mondiale, et puis la situation de maintenant. Il y a beaucoup de parallèles, les erreurs de casting. Le fait que le front et la politique... Le front, la forcément, entrent en politique, résonance. les erreurs de casting, le désir de vivre dans le mensonge, la propagande, tout est là. La seule chose que je disais, la différence de taille aujourd'hui, c'est les armes nucléaires. Les armes nucléaires, et je ne vous cache pas que, avec ma modeste expérience du Kremlin, j'étais très inquiet. Et je vous ai alerté, j'ai parlé publiquement plusieurs fois aux Américains aussi, que le monde, on a vécu le monde très dangereux. Le plus dangereux. En tout cas, pour moi, c'est la crise la plus dangereuse. Vous l'êtes toujours aujourd'hui, vous êtes toujours Et aussi je inquiet? suis un tout petit peu moins inquiet. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait ce désir de vivre dans le mensonge, mais il y avait la rupture des contacts. Depuis quelques jours, les contacts se sont rétablis. Vous avez parlé... Entre Russes et Ukrainiens, vous voulez dire, au niveau international? Entre les Russes et les Ukrainiens, c'est plutôt par les médias interposés. Oui. Mais ce qui est peut-être le plus significatif dans l'affaire, c'est entre les Russes et les Américains. Tout d'abord, quand le président Zelensky, vous vous souvenez, le 6 novembre, il a appelé les Américains à faire une frappe nucléaire préventive contre les Russes. C'était le sommet. Oui, frappe préventive. Très clairement écarté par les Américains. Tout de suite, les Américains ont été... Je ne crois pas qu'il a d'ailleurs consulté les Américains. Après, il a appelé frapper l'Iran, etc. Et peut-être il y avait une réflexion au niveau de l'opinion publique, mais surtout au niveau vraiment de l'élite américaine. Sullivan, vous connaissez ce grand conseiller, gourou de Biden, que j'ai connu personnellement. Américain qui est le conseiller à la sécurité nationale. Exactement. Il a pris le téléphone, il a appelé les deux personnages clés du Kremlin, il y a un va-t-en-guerre, et puis qui s'appelle Patrushev, et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus modéré, diplomate, l'ambassadeur Ushakov, qui est conseiller de Poutine. Il a essayé de rétablir le contact. 2 coups de fil, les contacts avec les militaires ont été rompus. Vous dites, il y a un dialogue. Il y a un dialogue, et puis hier, vous avez si bien parlé du G20, c'est très important, mais il y avait à Istanbul la rencontre entre les deux dirigeants des services secrets. Je suis un peu étonné. Votre chaîne qui est excellente, en parle. Les autres chaînes n'en parlent pas assez. Vous avez raison de le souligner. Absolument. Les contacts, et ça, c'est un personnage, vous comprenez, il ne faut pas sous-estimer, s'il porte un nom d'aristocrate russe, Narishkin. La femme de Pierre le Grand était Narishkin, mais on sous-estime. Il a dirigé le Parlement, c'est un personnage de confiance de Poutine. Et ils ont parlé, il dit non, pas l'Ukraine, mais on parle des risques, Il y a les choses découler, de la stabilité. J'étais l'autre jour aux États-Unis, où j'ai fait la comédie musicale, je vous signale. J'étais frappé que tous les banquiers de Wall Street, ils me disaient, allez, il faut arrêter ça. Et puis publiquement, hier, secrétaire d'État au Trésor américain, elle a dit, le monde peut changer, on peut arrêter la récession. En insistant sur les conséquences économiques. Les conséquences économiques, c'est-à-dire Wall Street contre complexe militaire industriel, mais Wall Street est très fort. Je voudrais vous entendre parce que
On dit, et vous nous expliquez, les contacts ont repris. Il y a quand même une chose qui frappe depuis quelques jours, c'est l'absence de Vladimir Poutine. Il y a eu le retrait de Kherson, le retrait russe, il y a eu la reconquête ukrainienne. Il est resté muet publiquement. Pourquoi, à votre avis, Vladimir Poutine garde-t-il à ce point le silence? C'est un revers, Kherson. La société russe, il ne faut pas se sous-estimer. Vous savez, vous avez oublié de dire que j'ai aussi des origines ukrainiennes. Parce que quand vous m'avez présenté, mon père était un très grand Ukrainien, emblématique même. Et je dois vous dire que je connais les deux. Et je vous signale qu'il y a une sorte de traumatisme très profond. Il y a une humiliation aujourd'hui de Poutine. Humiliation de Poutine, ça on peut utiliser ce que vous voulez. Ça, c'est pas, je pense qu'il y a un traumatisme profond comparable à ce que j'ai décrit, je vous ai dit, en 1917. Il y a les revers, le lien entre les revers militaires. Évidemment, encore une fois, je tiens à vous féliciter. Parce que, vous savez, je n'aime pas les spécialistes de Covid devenus spécialistes de l'Ukraine. Alors, c'est vrai qu'on ne vous a pas sollicité sur le Covid. Mais en revanche, il y a chez vous les si on me permettait, les ex-généraux. Si on me permettait une réflexion plus générale, il ne faut pas rompre jamais avec les ex. Il ne faut jamais rompre avec les ex. Et les généraux, ils disent, sur le plan militaire, attendez, il y aura c'est pas vraiment significatif, mais il ne faut pas sous-estimer le côté médiatique de Kherson. C'est un symbole. Traumatisme, évidemment, Poutine, il attend comment ça va évoluer. Vos généraux, ex-généraux, ils le disent qu'ils se préparent, les Russes, qu'il y aura les choses, mais il y a... Il y a le secrétaire général de l'OTAN aussi, si vous me permettez, Vladimir Fedorovski. Jens Stoltenberg, il dit « Nous ne devons pas sous-estimer la Russie ». Quand on l'écoute, on se dit « Il est peut-être aussi en train de nous prévenir, attention, il y a un risque de contre-attaque de la Russie ». Évidemment, mais ça c'est une évidence. Mais je vais vous dire... À condition que la Russie en ait les moyens. Il faut avoir les moyens pour mener. Mais attendez, là, vous ne vivez pas dans le monde imaginaire. Ils ont évidemment les moyens, mais c'est un danger. Mais pour ma part, il y a une petite fenêtre pour négociation. Le ton de Biden a radicalement changé depuis une semaine. Évidemment, il a retrouvé quand même un peu d'élan, tel que je connais, parce qu'il y avait... Alors, je précise, parce que vous me l'expliquiez juste avant qu'on entre sur ce plateau, que vous avez eu l'occasion de travailler avec Joe Biden dans l'une de vos activités nombreuses et passées. Oui. Vous connaissez le personnage. Je connais le personnage, et même plus. J'ai beaucoup apprécié, puisque Biden, c'est un grand spécialiste des contrôles des armes. On a travaillé ensemble, et pour moi, c'est une chance, parce que vous savez, on dit qu'on retourne à la guerre froide, en réalité, on retournait à la situation pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des négociations, j'ai participé à 20 accords, aucun accord n'existe aujourd'hui, et on est allé tout droit vers le mur, on a droit vers l'escalade, vers la guerre, et on a évité ce mur. On a évité, les Américains, ils ont compris. Les Russes, ils ont tout de suite envoyé ce personnage chef de service secret à Istanbul pour, en réalité, on dit que ce n'est pas négociation, c'est une négociation. Mais si négociation il y a, Vladimir Fedorovski, sur quoi elle peut porter? Parce qu'on voit bien ce que veulent faire les Ukrainiens, ils ont repris Kherson, ils visent la Crimée. On voit bien aussi que les Russes ne veulent pas la lâcher. C'est le symbole peut-être essentiel. Même chose dans l'est du pays, dans le Donbass. Les Russes font tout pour reprendre du terrain et ne pas laisser les Ukrainiens gagner ce territoire. Bien sûr, vous avez raison, parce qu'on est concentré sur l'Ukraine, mais aujourd'hui, ils progressent, par exemple, dans la bataille beaucoup plus importante, puisqu'ils sont en train de sauter le verrou de la ligne Maginot dans une ville que je tiens que nos spectateurs le retiennent, Bakhmut. Là-bas, c'est dans l'est du pays, et vous avez, dans vos reportages, vous avez présenté, vous savez, le groupe Wagner qui travaille là-bas, etc. Vous avez eu raison. Simplement, je dis qu'il y a cette fenêtre. Pourquoi c'est important? Parce que dès qu'on parle de l'influence sur les assurances-vie, sur l'économie, etc.,
les conséquences mondiales. Maintenant, tout le monde en parle. Vous savez, Védrine, aujourd'hui, il va en parler chez vous. Il y aura Raffarin, Sarkozy, Guénaud. Tout le monde en parle sur l'inquiétude aux États-Unis. Et les Américains en parlent aux Ukrainiens. Joe Biden fait pression sur Zelensky. Il y a encore une chose très significative chez les démocrates. On a sous-estimé, il y avait un article à Washington Post qui a été publié par la tête pensante d'Obama sur l'Est. Et il a dit que les buts stratégiques américains ont été atteints. C'est quoi? C'est la cohérence de l'OTAN. C'est évidemment, ils ont voulu rompre à jamais, vraiment sauter à jamais la perspective d'alliance économique complémentaire entre l'Allemagne et la Russie avec ses affaires énergétiques. Mais le prix à payer est énorme. Parce que le dindon de la farce, c'est l'Europe. Ils ont été inquiets par l'évolution de l'opinion publique. La semaine dernière, Spiegel, j'ai lu, j'étais aux États-Unis. Attendez, vous savez, plus de 40% des Allemands vont porter la responsabilité de la crise à qui? Vous pensez à l'Ukraine? Vous pensez aux Russes? À l'OTAN, mon cher. Et ça, c'était inquiété. Et ils ont dit, on a atteint le but. Mais maintenant, le temps des négociations. Que les Américains peuvent être enclins à faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils avancent, mais pensez-vous que les Russes, que Vladimir Poutine, est réellement prêt à cette négociation et qu'il est prêt à lâcher? Parce que pour négocier, il va falloir que l'une des deux parties lâche quelque chose. Vous savez, je vais vous dire, il y a déjà les prémices de ça dans l'air du temps. Quand j'étais inquiet, j'ai parlé de 2 points où la guerre nucléaire peut être déclenchée. J'ai dit, imaginons que les Ukrainiens avancent, ils continuent, ils me disent les choses, ce qu'ils veulent. Ils veulent reconquérir la Crimée, ils veulent pendre Poutine, et ils veulent scinder la Russie en 5. Les Américains sont conscients que dans ce cas-là, c'est tout droit vers la guerre mondiale. Les Russes, ils disent, il y a, vous savez, leur réflexion. Ils vont sauter Donbass et après ils vont aller à Odessa. Cette fois-ci, les Américains dans disent, l'ouest du pays. Si vous allez à Odessa, c'est la ligne rouge, c'est la domination russe de nouveau à la mer Noire. Dans ce cas-là, c'est la guerre mondiale. Et ces deux solutions, réalistement, c'est comme on dit, c'est pas demain la veille. Et ça donne déjà, voilà, Odessa, Crimée, il y a quelque chose. Et le changement radical de discours. Les Russes, ils disent, ils sont prêts à aller en négociation. Encore hier, le vice-ministre des Affaires étrangères, prêt à aller en négociation. Sullivan les appelle. Narishkin à Istanbul. Qui peut faire le lien, Vladimir Fedorovski? Cette nuit, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président chinois, Xi Jinping. Il lui demande d'appeler Vladimir Poutine pour le faire revenir à la table des négociations. Est-ce que c'est le président chinois? Est-ce que c'est le président français, le président turc? Vous parliez d'Istanbul il y a un instant. Qui a le pouvoir, la force, la stature pour pouvoir conduire Poutine et Zelensky à négocier? Le premier facteur qu'on n'a pas sous-estimé, parce qu'on dit souvent que Poutine a toujours le soutien de 75% de la population, mais on oublie de dire qu'aujourd'hui, la majorité des Russes sont en faveur des négociations. Et j'ai vraiment étudié Poutine, j'ai fait 4 livres sur lui. Poutine, sa première pensée, c'est de voir l'évolution de l'opinion publique. Pourquoi il est absent aujourd'hui? Parce qu'il sait que pour l'instant, l'opinion publique le soutient, mais il est pour négociation. Premier point, l'opinion publique russe. Après, deuxième point, c'est quand même, et c'est visible vraiment à la réunion du G20 dont vous avez parlé. Vous comprenez, il ne faut pas vivre dans l'illusion. La cohérence de l'OTAN, les choses, l'influence, la vassalisation de la présence des États-Unis en Europe. Mais d'autre part, 87% de la population ne soutient pas les sanctions. Mais ces 87% nuances qui appellent à cesser le feu, les Chinois hier, les Hindous, l'Arabie saoudite, s'il vous plaît, même la Mexique appelle. Alors, la majorité... Il faut cesser les hostilités, poser les armes. Et puis, vous avez peut-être remarqué que dès le début, j'ai pensé qu'on sous-estime la possibilité de la diplomatie française. Tout d'abord, la tradition, De Gaulle, Mitterrand, la Maison commune, Chirac, etc.
Et puis, il y a un plan, on ne parle pas assez, moi je pense qu'on va revenir à ça, qui était avancé par le président Macron au début du mois de mai, à Strasbourg, vous vous souvenez? Et vous pensez qu'il a encore aujourd'hui une Il actualité? a, non seulement un vieux diplomate, si vous me permettez, il a donné le cadre. Et je pense que la France peut jouer avec ce cadre. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas d'escalade. Le mot est repris par tout le monde. C'est le mot qui a été lancé pendant le plan. Pas d'humiliation, vous avez utilisé. Pas d'exclusion, le plus rapidement possible. D'où vient la nécessité de démarche? La démarche des Turcs est assez importante. Ils sont plus habiles. Ils négocient, j'aime beaucoup ça, c'est l'esprit de souk d'Istanbul. C'est bien. Et qui marche en diplomatie. Qui marche en diplomatie, bien sûr, qui marche en diplomatie, mais il faut voir, maintenant, vous savez, il ne s'agit pas seulement, je vous dis, il ne s'agit pas seulement des assurances vie, il ne s'agit pas seulement de l'économie, il ne s'agit pas de 14 degrés chez nous pendant l'hiver, il s'agit de l'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos Pourquoi petits-enfants. Vladimir Poutine ne va pas au G20 pour parler de tout ça? D'accord, c'est un forum économique. D'accord, les Russes disent la priorité, ce sont les questions économiques et financières. Mais il aurait pu en profiter pour rencontrer des dirigeants internationaux, pour parler avec Macron, pour parler avec Biden. Tout d'abord, ni Macron ni Biden n'ont pas exprimé. Vous savez, on vit dans le monde schizophrénique. Ils disent on ne va pas parler. On ne va pas se photographier avec le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il s'appelait, mon condisciple aussi, en guillemot. Je vous signale, avec sa chemise verte. Là-bas, on négocie. Et le même jour, Sullivan l'appelle, l'administration Poutine et cette rencontre à Istanbul. Mais vous y entre voyez les services secrets, vous comprenez? Un acte de défiance ou un aveu de faiblesse de Poutine de ne pas être allé au G20? C'est un aveu ni défiance ni de faiblesse, c'est une lucidité. Sur le fait qu'il n'y avait rien à en attendre. Sur le fait qu'il n'y a pas dans Xiaoping, la rencontre est là des choses approfondies. De toute manière, avec les Chinois, ils sont assez complémentaires. Dans la réalité, il ne faut pas sous-estimer quand même. Parce que vous savez, je vais vous dire, dans cette affaire, je pense qu'il y a deux erreurs occidentales. Il y a une erreur de sous-estimer l'étendue de partenariat avec les Chinois. Et deuxième erreur, c'est évidemment les sanctions, parce qu'ils ont pensé que les sanctions vont marcher. Ça, c'est une chose. Et je pense pour le reste, les Américains ont dit on ne va pas parler avec lui. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base pour y aller. Et je pense que médiatiquement parlant, l'absence de Poutine est liée avec le fait qu'il veut apparaître pour le public avec les victoires. C'est un personnage assez bizarre, vous comprenez. Il est marqué par son enfance pauvre, il est marqué par le KGB, mais il est très marqué aussi par une sorte de fierté de son... Donc ça répond aussi à ma question du début. Il est absent aujourd'hui et du G20 et de la scène médiatique parce qu'il attend la victoire. Une question, ce que vous avez dit, un élément qui m'a interpellé. Vous dites qu'il y a la dimension du soutien de la population russe. Il y a aussi les cadres du régime, tous ceux qui structurent un peu la pensée. Il y a eu ces derniers jours une interrogation sur l'idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine, dont on a dit qu'il souhaitait le départ de Poutine. Il a fini par s'exprimer lui-même en disant « pas du tout, moi je le soutiens, c'est une fake news de l'Occident ». Quelle est la réalité, à votre avis, à la fois sur Douguine, mais sur les cadres du régime, sur les piliers du régime? Poutine est-il encore soutenu en interne dans son pays par son propre régime? Je vais vous dire, en ce qui est Douguine, il est médiatisé, mais il n'est pas significatif. Il ne pèse pas politiquement. Il ne pèse pas. Soyons très clairs. Il y a les tendances qui sont contradictoires dans la réalité. Il y a les tendances dans le pays profond. Le pays profond est, objectivement, il est toujours marqué par ce soutien relatif de Poutine, parce que la critique est publique. Le revers dont vous avez mentionné a beaucoup traumatisé cette population, mais il ne remet pas en question le président, il remet en question l'establishment militaire, ils disent qu'ils sont nuls, inefficaces. Voilà. On critique le militaire, pas le politique. Le militaire, pas le politique, pour l'instant. Il y a les tendances dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est une tendance vers moins de popularité de Poutine, c'est absolument incontestable, mais ça c'est visible. Ils ont réussi plus ou moins leur mobilisation, mais dans les grandes villes, il y a une réticence chez les jeunes, et ça c'est significatif. Mais l'alternative, quand on regarde ça, l'alternative est beaucoup plus radicale que Poutine. Ceux qui ont le vent en poupe, c'est les néo-staliniens, qui exigent la fin du système oligarchique, qui exigent la rupture définitive avec l'Occident, qui exigent évidemment les victoires et la réorientation de la Russie. Mais de ce fait, vous dites, si Poutine tombait, ce serait une mauvaise nouvelle?
Vous savez, j'étais tellement critique de Poutine que vous me posez Oui, mais vu le tableau que vous venez de la dresser. question. Vous savez, je fais l'abstraction de mon sentiment personnel, mauvaise ou mauvaise. Je vous dis, je préfère vous donner les faits. Les faits, ils sont là. Pour l'instant, vous savez, il ne faut pas rêver, parce que quand j'ai parlé les Américains, le lendemain, quand il a pris la décision, Vladimir, les oligarques, ils vont voir Poutine, ils vont le faire sauter le lendemain. Rien de tel, il était même renforcé par cette affaire. Je vais vous dire la tactique, avec mon expérience de la fin du communisme. Je pense que l'accord de la paix peut être très dangereuse pour Poutine. Parce que, historiquement parlant, ni Khrouchtchev, ni autrefois Nicolas II, etc., n'ont pas supporté l'accord de paix dans le contexte où il n'y a pas de victoire. En revanche, la confrontation, le raidissement de régime peut nous donner une sorte de tendance dans le style iranien, quand Poutine devient une sorte d'ayatollah. Vous comprenez le symbole de ça, et ça, c'est à prendre en compte. Oui. Donc on a bien compris avec vous ce matin, Vladimir Fedorovski, il y a une petite fenêtre pour négocier, mais Poutine y a-t-il vraiment intérêt, au fond, s'il veut rester stablement et durablement au pouvoir? C'est une question que nous aurons à nouveau l'occasion d'évoquer avec vous. Merci encore d'avoir été là ce matin, c'était un grand plaisir. Dans un instant, Elisabeth Martichoux poursuit sur tout ça avec le temps de l'info, mais d'abord votre météo, Ange.